publics le choix de ne pas épouser exclusivement les contours du statut ESS des acteurs pour soutenir des démarches qui les embrassent, mais qui les dépassent, des démarches d'économie solidaire, en ce sens où de nombreux acteurs de l'économie marchande traditionnelle, mais engagés dans leur territoire, souvent à la tête de TPE ou de PME qui ont des objectifs de production, finalement d'activité sur leur territoire, au service de leur territoire, participent aussi, d'un certain point de vue, à la promotion et au développement d'une économie qui a d'autres finalités que la seule rentabilité. C'est pour nous un point déterminant, et ça l'est d'autant plus dans un département équilibré comme le nôtre entre l'urbain et le rural. En milieu rural, de nombreux exemples, je pense que vous en verrez beaucoup dans la journée, illustrent finalement cette réalité du territoire. Peut-être que deux territoires peuvent être cités tout particulièrement, le Val de Lorraine, le grand public, le président du bassin de Pompée pourra vous en parler mieux que moi, et Terre de Lorraine, le territoire du Toulois, qui sont les deux territoires dans lesquels les acteurs sont les plus nombreux. Je crois que vous avez fait un zoom particulier sur Terre de Lorraine aujourd'hui, qui est un territoire qui participe à beaucoup d'expérimentations d'innovation, une des plus significatives étant l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée sur le secteur de Colombey-les-Belles dans le sud du département, dans le sud du secteur du Toulois, l'expérimentation nationale, mais qui se déploie ici aussi en Meurthe-et-Moselle. C'est aussi un programme alimentaire territorial, c'est aussi un territoire à énergie positive qui est pour la croissance verte. C'est un territoire sur lequel aujourd'hui des entreprises traditionnelles, notamment des entreprises de construction de machines agricoles, de machines des routes, travaillent avec des entreprises d'insertion pour aujourd'hui, par exemple, favoriser la création d'une seconde vie, d'un recyclage pour les pièces de ces machines qui finalement illustre un peu cette marque de fabrique, ce savoir-faire local auquel nous sommes particulièrement attachés. Pour le département de Meurthe-et-Moselle, c'est aussi finalement l'accumulation d'une expertise que nous voulons mettre au service des acteurs du territoire. Plusieurs chargés territoriaux d'économie solidaire travaillent dans les sites territoriaux du département, sont un peu des porteurs, à la fois des ensembliers qui favorisent pour les porteurs de projets l'interconnaissance, qui favorisent l'accès à l'information, l'accès aux dispositifs, qui favorisent aussi la mise en réseau, parce que c'est évidemment un point essentiel. Dans les territoires ruraux, c'est encore plus vrai. Cette mise en réseau, elle permet de créer des dynamiques qui épousent aujourd'hui la dynamique des territoires. Et moi, je pense particulièrement à la vocation de l'économie sociale et de l'économie solidaire à être une économie structurante pour des territoires ruraux qui sont aujourd'hui trop souvent délaissés, abandonnés, relégués. La résonance avec l'actualité sociale et politique de la France ces derniers mois est évidente. Beaucoup de ces territoires se sentent aujourd'hui non seulement abandonnés par les services publics, mais ça, vous allez me dire que ça fait longtemps que ça dure, finalement cette désaffiliation progressive, mais finalement abandonnés parfois tout court, à l'écart des grandes métropoles, à l'écart des zones d'attractivité des dites métropoles, à l'écart aussi des flux, des mobilités, dans l'incapacité parfois d'être interconnectés, et donc limitant, voire entravant la capacité de celles et ceux qui y vivent de porter leurs espoirs et leurs projets. Or, sur ces territoires, bien sûr qu'il y a autant de savoir-faire, de savoir-être, de compétences, de qualifications et de projets qu'ailleurs, et l'économie solidaire, de ce point de vue-là, joue déjà et peut jouer un rôle absolument déterminant pour lutter contre les fractures territoriales. En tout cas, c'est à partir de ce principe que sont bâties beaucoup des politiques publiques du département de Meurthe-et-Moselle. Voilà ce que je voulais brièvement partager avec vous en ouverture de vos travaux. Je les souhaite fructueux. J'espère que cette journée vous permettra à la fois de donner toute la dynamique nécessaire au projet Tresson et à celles et ceux qui demain y participeront pourront s'en inspirer, l'énergie nécessaire, et ça vous n'en manquez pas, pour être dans leur territoire. Des femmes et des hommes qui croient non seulement en son développement, mais surtout qui y concourent très concrètement. Merci à tous et bon travail. Remarque
C'est toujours un exercice. Peut-être que je m'habitue petit à petit. Voilà, donc je suis Catherine Subert, je représente ici Jean Rotner, le président de la région Grand Est. Et donc nous sommes, comme c'est indiqué ici, partenaires avec le CD54 de cette manifestation sur lequel donc, un appel à projet avait été lancé. Et donc nous suivons ça au niveau avec les quelques casquettes de conseil d'administration du RTES et puis d'élus locaux et bien sûr partenaires de la VIS que je remercie ici de l'excellence de ces travaux et de la façon dont ils nous amènent à réfléchir sur le SS. Voilà, c'est dit. Alors je suis extrêmement frustrée, je suis très contente et je suis frustrée. Je vous explique pourquoi. Je suis contente parce que voilà, parce qu'on est là, parce que vous êtes nombreux, parce que j'entendais des gens en arrivant qui disaient qu'ils venaient là-bas des Ardennes, après si c'était vraiment très très loin. Donc vous venez d'un peu partout. Donc vraiment merci d'avoir fait le déplacement, d'être là, de cette journée qui est dont la date est fixée depuis très longtemps, avec cette volonté de mettre à l'honneur l'économie sociale et solidaire et dans le milieu rural, donc ce qui est aussi un sujet extrêmement important et assez nouveau, même parce qu'on ose enfin en parler, alors qu'on sait qu'il se passe beaucoup de choses sur les territoires. Et ma frustration, c'est que décidément, cette date du 2 avril, elle devait être bénie de je ne sais qui, avec des éclairages particulièrement économie sociale et solidaire, parce que malheureusement, enfin, c'est tant mieux pour notre région et pour Strasbourg, mais aujourd'hui et cet après-midi, deux événements marquants ont lieu à Strasbourg. Strasbourg est donc nommée capitale européenne de l'économie sociale et solidaire. Ça se passe cet après-midi. Et le label French Impact leur est donné aussi ce soir. Donc voilà, je suis très frustrée. Non pas que l'ESS, l'économie sociale et solidaire, soit mise en valeur dans le Grand Est, évidemment pas, mais du coup de partir à midi. Ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup parce que le programme est riche, parce qu'il y a des ateliers cet après-midi, parce qu'il y a des témoignages, parce que c'est certainement aussi dans l'échange croisé de choses très concrètes qu'on peut aller au-delà. Et je suis persuadée que ça m'aurait nourri. Donc, vraiment, je suis frustrée, je vous demande pardon. Mais l'équipe du Grand Est est là et va œuvrer pour que Xavier. Juste Xavier, non, rien à d'autre. Je suis en ligne. Voilà, donc en fait, on est sur une phase importante, là, parce que ça fait 6 mois qu'on a démarré ce projet Tresson. Donc c'est un point d'étape, on va pouvoir se poser, regarder un petit peu le résultat des enquêtes qui ont été faites sur quelle est la place de l'économie sociale et solidaire dans le milieu rural, quels sont les freins, quels sont les critères, quelles sont les bonnes conditions de développement. Donc l'objectif à la fois de valoriser le SS en milieu rural et de faire un point d'étape aujourd'hui me paraît extrêmement important pour qu'on puisse continuer armé des remarques des uns et des autres, pour qu'on puisse aller plus loin. On est vraiment sur un sujet transversal, le SS est par définition, en plus le milieu rural et en général les politiques en matière de développement territoire sont aussi extrêmement transversales, donc on est vraiment sur quelque chose d'important et la communauté, si je puis dire, d'acteurs que vous êtes variés, va certainement enrichir cette journée et c'est extrêmement important. Donc, outre les travaux, de se poser aujourd'hui, d'avoir une vision de où est-ce qu'on en est, où en est l'économie sociale et solidaire rurale, d'avoir des témoignages de cet après-midi, c'est aussi l'occasion pour Mathieu Claire de son côté, pour moi sur la région, de positionner aussi nos politiques qui sont à votre disposition, qui sont à votre service et qui s'appuient en milieu rural sur à la fois l'économie sociale et solidaire dans notre politique générale, mais je voudrais aussi saluer ici les collègues qui s'occupent des fonds européens et des fonds FEADER avec le réseau rural Grand Est. Et je voudrais saluer Isabelle Roux qui est là et qui saura certainement en parler dans le détail lors d'une autre intervention cet après-midi, parce que c'est important d'avoir un réseau rural sur le Grand Est et qui est aussi partenaire de cette opération Tresson. Je voudrais aussi donner une petite information sur des dispositifs tiers-lieux que nous sommes en train de mettre en place à la région. D'ici le mois de septembre, parce qu'on est quasi prêt, il y aura un appel à projet en matière de tiers-lieux, notamment tiers-lieux en milieu rural, avec un système d'animation aussi où on fera appel à vous pour avoir
une mutualisation de compétences autour des tiers-lieux. Donc ça, c'est quelque chose qui est en gestation actuellement et qui devrait être complètement opérationnel au mois de septembre, tant il est important d'avoir des tiers-lieux dans tous les endroits du Grand Est et en particulier en milieu rural, puisqu'on voit bien qu'on a pas mal de demandes de ce niveau-là et que c'est une façon de croiser les regards, d'avoir vraiment un lieu de coopération. Et c'est pour nous et pour vous extrêmement important. Un mot encore sur quelque chose sur lequel on s'appuie beaucoup à la région Grand Est, qui était qui est toujours un appel à manifestation d'intérêt sur des initiatives territoriales. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 2 ans. Remercier tous les acteurs qui sont dans les jurys pour nous aider à regarder un peu les projets qui ont un potentiel de développement. Et dans les projets que l'on a, plus d'un tiers viennent vraiment de milieu rural et surtout trouvent des solutions pour développer les territoires ruraux dans une dynamique d'insertion, d'inclusion, de mise en place de nouveaux commerces, que sais-je. C'est assez varié, c'est bien la richesse de ces milieux ruraux qui se sentent parfois abandonnés, mais qui ont une richesse énorme en eux, c'est celle de se prendre par la main et d'être courageux et de se dire que dans notre territoire, on a des pépites, dans notre territoire, on a des motivations, et on se met tous ensemble pour faire tout ce qu'on peut pour sauver notre territoire. Et par rapport à ça, je tiens mon chapeau, parce que c'est vraiment une France, sans jeu de mots, en marche, parce que vous vous prenez en main, et pour moi, c'est une énorme découverte au fur et à mesure des mois de ce courage et de cet engagement citoyen que vous portez sur vos territoires. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être là. Merci de m'avoir écouté. Pardon encore si je me file à midi, c'est pas mon genre. Généralement, je suis là toute la journée. Voilà. Vive Strasbourg, vive la capitale européenne et surtout, vive le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Donc, je salue l'implication en matière d'économie sociale et solidaire, cher président. Et bien sûr, vive le Grand Est et vive la journée 13. Bonjour, merci beaucoup Mathieu Klein, Catherine Zubert pour votre accueil et pour vos interventions. Alors, un mot dont j'ai pu vous accueillir au titre de la VIS et du RTES. Donc la VIS, vous avez failli plus voir en mes titres, une agence d'ingénierie et développement au service de l'ESS, et le RTES, c'est les autres collectivités territoriales qui mènent des politiques de soutien à l'économie sociale et solidaire. Donc, vous aurez quelques docs à l'accueil ici sur la VIS et le RTES. Alors, je voudrais saluer les intervenants. Donc, on est environ 130 ici. On a également des personnes qui nous regardent en visioconférence, puisque donc, on essaye d'expérimenter un peu les systèmes de visio pour des temps de formation, pour des journées. Donc, les temps de plénière ce matin et cet après-midi seront retransmises et enregistrés. Donc, on a des personnes du département de la Nièvre, d'Ille-et-Vilaine, des personnes de Pau également qui nous regardent, enfin, on espère que si tout va bien. Ici, donc, nous sommes plus de 130, dont des personnes des Ardennes, mais aussi de Bretagne, de Rennes, de Fougères, d'Arles. On a même une personne de Arles qui vient pour la journée. Merci à tous. Merci également donc, aux représentants du réseau rural national qui sont présents et du réseau rural régional que Catherine a indiqué, qui porte et anime avec vraiment beaucoup d'implications le réseau rural, donc, qui a lancé l'appel à projet mobilisation collective pour le développement rural, dont a été lauréat le projet Tresson qui va vous présenter au cours de la journée. Donc, ce projet Tresson a été construit avec plusieurs partenaires, donc la VIS qui porte le projet, le RTES, les départements, le département de Meurthe-et-Moselle et le département du Vilaine, qui est également représenté par Lionel Rousset, sa vice-présidente, qui interviendra au cours de la journée, la région Grand Est, des réseaux nationaux comme la Fédération nationale des CUMA, des coopératives d'utilisation de matériel
agricole, l'ANPP, l'Agence nationale des pays et pôles territoriaux, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire des territoires avec lesquels on travaille, le réseau Famille Rurale qui est également présent et qui intervient en atelier, la Fédération des parcs naturels régionaux. Voilà, donc avec l'ensemble de ces partenaires, le projet Tresson a été monté depuis un peu plus de 6 mois avec comme objectif d'analyser et de renforcer la place de l'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux en favorisant une meilleure compréhension des dynamiques qui sont à l'œuvre, et notamment des dynamiques de coopération dans les territoires. Et donc, c'est ce à quoi on va s'attaquer au long de la journée. Alors, on aura... sur le programme. Alors, donc sur le programme de la journée, donc on aura ce matin 2 premiers temps en plénière. Un premier temps avec donc une table ronde où on a souhaité croiser un peu le regard d'universitaires et de réseaux d'acteurs de développement local. Donc une première table ronde avec Pascal Chevalier, géographe professeur à l'Université de Montpellier, qui travaille notamment sur les questions de capital territorial en mobilisant pour travailler sur le développement des territoires. Donc, on aura donc un regard croisé entre Pascal Chevalier et Axel Tollet, que j'imagine la plupart de ceux qui sont ici connaissent, directeur de Citoyens et Territoires. Je vais me retenir le nom parce que j'ai toujours le nom de Carrefour de Pays Lorrain en tête, mais qui commence à dater un petit peu. Mais donc, le premier président était M. Donc, il y a vraiment un réseau de référence sur le développement local. Donc, cette première table ronde sera aidée par Bérangère Davio de la VIS. On aura donc ensuite ce matin un deuxième temps davantage donc, pour faire un zoom sur la place de l'ESS aujourd'hui dans les territoires ruraux, avec notamment les premiers résultats d'une étude qui a été menée par l'Observatoire du Conseil national des CRES, étude quantitative, donc qui sera présentée par Benjamin Roger et Julien Ramirez. Voilà, que je trouve assez passionnante, mais voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant. Et donc, on aura également avec Floriane Vernet une présentation de la consultation qui a été menée il y a environ 2 mois, une assez large consultation pour faire remonter des projets. Et donc, Floriane nous présentera quelques résultats de cette consultation. On aura en fin de matinée un très rapide pitch des différents projets qui interviendront dans les ateliers de cet après-midi. Voilà, de façon à vous donner envie. Alors, pas forcément vous donner envie, parce que beaucoup d'ateliers sont malheureusement pleins compte tenu de la taille des salles. Mais en tout cas, voilà, avoir un peu un aperçu de la quinzaine de projets qui seront présentés cet après-midi lors de 2 ateliers de session découverte de 45 minutes chacun, des ateliers de 25 personnes pour vraiment des ateliers d'échange, donc qui auront lieu en début d'après-midi. Et puis ensuite, donc, on se retrouvera ici en plénière pour la présentation des premières monographies qui ont été réalisées dans le cadre de ce programme par Extracité. Et donc, on aura une intervention de Pierre Lézier d'Extracité sur les 4 territoires ruraux, donc le territoire Terre de Lorraine, qui interviendra donc avec Hervé Tillard, vice-président de la communauté de communes Moselle-Vadon, qui est donc un des territoires qui a été étudié. Et puis on terminera la journée pour la présentation des prochaines étapes de la rencontre et puis un mot de fin qui sera donc avec Lionel Rousset au titre du RTES et Laurent Troblic du département. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de très bons travaux pour la journée et puis je propose à Bérangère, à Pascal Chevalier, à Estelle Hôtelier de venir à la table ronde. Merci. Appuyer en dessous. Bonjour à tous. Je vais peut-être juste rajouter un remerciement également à un partenaire qui n'a pas été mentionné, mais je porte le réseau rural de CGP, qui est ici présent dans la salle. Merci d'être présent. Alors, cette table ronde, l'objectif était un peu, avant d'aller dans le fond, de découvrir plus
initiatives, de commencer par une mise en contexte. Donc, merci à nos deux intervenants d'être ici et je vais vous laisser tout de suite la parole à M. Chevalier pour nous présenter, nous exposer les grandes interrogations qu'on peut avoir aujourd'hui en termes de développement rural, quels sont les enjeux et quelle vision du développement rural, quelle proposition sur les différentes années. Merci. Bonjour, merci à vous, donc merci pour cette invitation et ravi de pouvoir aborder avec vous un sujet qui me tient à cœur, celui à la fois du développement rural, mais également la question de la coopération au niveau rural, puisque je travaille particulièrement sur des programmes leaders et sur la mise en œuvre du développement local en Europe, et pour essayer en quelque sorte de montrer que le développement des territoires ruraux ne serait pas uniquement lié à une question de ressources potentiellement disponibles, mais surtout lié à la capacité des acteurs à se mobiliser, à s'organiser en réseau et surtout à mobiliser et à construire eux-mêmes leur propre modèle de développement. Alors, je vais vous montrer dans mon propos quelques éléments et revenir très rapidement ensuite sur ce que j'appelle le capital territorial pour expliquer le développement des territoires ruraux. Alors, juste pour commencer, pour recontextualiser, pour montrer un petit peu la dynamique des espaces ruraux en France, une première carte qui est très simple, c'est montrer que finalement le processus de dynamique rurale se poursuit. C'est un processus déjà ancien qui a une trentaine d'années dans certaines régions, mais peut-être plus, et qui continue aujourd'hui à se développer, et malgré des effets de métropolisation, des effets de concentration. On voit très bien lorsqu'on regarde ces 5 cartes, entre 1975 et 2016, et que la dynamique des espaces ruraux a tendance à se poursuivre. Alors certes, on n'est pas dans la forte croissance à 2 chiffres, peut-être qu'on peut l'avoir dans certains domaines, mais montrer finalement que si vous regardez la carte de 2007-2016, le développement rural aujourd'hui est presque une réalité dans une grande partie des communes rurales, puisque 80% des communes gagnent des habitants après plus d'un siècle et demi d'exode, et avec tout le corollaire derrière l'image de la ruralité passéiste, l'exode rural, etc. On est aujourd'hui sur des situations au pire stabilisées, même dans certaines régions de la fameuse diagonale du vide, qui va des Ardennes et descend jusqu'aux Pyrénées, et surtout des effets d'attractivité qui vont au-delà aujourd'hui des couronnes périurbaines. Alors cette croissance, cette situation, interroge depuis bien longtemps les chercheurs et les politiques, puisque c'est un schéma un petit peu inverse de ce qu'on voyait en général dans les économies développées. C'est-à-dire que la croissance aujourd'hui se diffuse beaucoup plus, la croissance démographique, mais indirectement, on peut en parler, la croissance aussi économique et sociale, se diffuse beaucoup plus largement que ce qu'elle était il y a une trentaine d'années. Alors certains expliqueront qu'il y a effectivement des faits de proximité, il y a des politiques d'aménagement du territoire, c'est vrai, on retrouve des réseaux de communication, on retrouve des effets littoraux, et on se rend compte que finalement la situation est un petit peu plus large que ce qu'elle était. Alors, suite à ce constat, on va commencer à regarder un petit peu ce qu'est l'action publique et la manière aujourd'hui dont les politiques publiques envisagent le développement rural et le développement local. Alors, sans vous faire un cours, sans en revenir, c'est juste pour contextualiser et pour montrer un petit peu à la fois l'émergence de la question du développement local et indirectement de la coopération dans les territoires. Alors, historiquement, il y a 2 modèles de développement, et vous verrez que les 2 ne sont pas antinomiques l'un de l'autre, au contraire, ils s'articulent. Vous avez ce qu'on appelait tout d'abord les politiques liées à la suprématie des institutions. On le connaît, c'est les grandes politiques d'aménagement du territoire des années 50, 60, 70, même encore aujourd'hui, avec un État qui va redistribuer les richesses et qui est dans une logique d'équité territoriale. C'est-à-dire, on va en quelque sorte lier le développement à des effets de retard. C'est un peu la logique structurelle dont ont bénéficié beaucoup de territoires ruraux en France. Mais avec des effets d'entraînement qui sont très limités, puisque c'est toujours un petit peu la même chose. On va donner finalement les poissons, mais on ne va pas apprendre à pêcher. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, ces effets structurels ont leur propre limite. C'est la limite d'acceptabilité par les populations et par les territoires eux-mêmes. Et à côté de ça, vous avez, dans les mouvements à partir des années 60, 70, alors de manière plus ou moins alternative, ce qu'on appelle la suprématie des communautés, avec des idéologies un petit peu à la Babacourt, peut-être qu'on pouvait le croire dans les années 60 ou 70, le fait de du Larzac, etc. On est sur l'idée que le
développement ne peut venir que s'il y a une mobilisation des populations eux-mêmes. Ils vont se fixer leurs propres règles, qui vont se fixer en quelque sorte leurs propres normes. Alors, lorsqu'on voit ces deux approches, alors on est sur deux approches qui paraissent totalement antinomiques. Et pourtant, aujourd'hui, le développement local, le développement territorial est à l'interface entre les deux. C'est-à-dire à la fois de la norme, à la fois de la règle qui vient de l'institution et qui donne un cadrage, même à l'économie sociale et solidaire, mais qui ne peut fonctionner que si, de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire au niveau des territoires, il y a en quelque sorte une capacité à se saisir des outils pour monter et créer, c'est-à-dire créer de l'innovation. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre, et vice-versa. On peut avoir de la politique publique sans qu'il y ait des acteurs locaux qui s'en saisissent. Alors, on verra comment ils peuvent s'en saisir, notamment par la question de la capacité, de capital territorial. Mais on peut également avoir des. Ça ne fonctionne pas. Et on peut avoir des communautés qui veulent vivre et développer quelque chose. Si elles ne sont pas appuyées par des institutions, ça ne fonctionnera pas non plus. À un moment ou à un autre, le nerf de la guerre, c'est finalement l'argent. Alors, juste revenir sur aujourd'hui ce que c'est ce développement local dans lequel l'économie sociale et solidaire se développe. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on part du principe que le développement territorial aujourd'hui, c'est plus que l'accumulation économique dans un territoire. C'est avant tout lié à la capacité des acteurs à s'organiser en réseau et à créer de la richesse, en partant du principe que ce qui crée de la richesse dans un territoire, ce n'est pas tant la ressource en tant que telle, physique, telle qu'on peut l'avoir dans une économie keynésienne, c'est-à-dire d'avoir de l'or sous les pieds. Il n'y a pas que ça qui peut créer de la richesse, bien au contraire, on peut avoir de l'or sous les pieds sans créer du développement territorial si on n'est pas capable d'aller valoriser la richesse que l'on a dans son territoire. Et donc, dans la logique du développement local, aujourd'hui, on part du principe que ce qui est un des éléments, alors je ne dis pas que c'est le seul, mais un des éléments qui est extrêmement important pour expliquer le développement territorial, c'est la capacité des populations à s'organiser en réseau, communiquer pour mettre en place un projet commun de territoire. C'est-à-dire comment on peut progressivement créer ce qu'on appelle de la gouvernance territoriale qui soit capable d'aller chercher la véritable ressource pour valoriser la ressource de notre propre projet de développement. Et là, j'insiste, finalement, c'est un modèle. Je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure sur des projets de développement dans des territoires où on pense qu'il n'y a pas de possibilité de développement. Et pourtant, la richesse de ce territoire, c'est d'avoir créé de la coopération qui permet, en quelque sorte, de faire circuler l'information, la richesse et le développement territorial. Alors, juste pour cette idée de la capacité du réseau social, elle s'appuie sur une dynamique qui est une dynamique territoriale et spatiale. C'est un petit peu l'inverse de ce qu'on appelle les politiques sectorielles. Le réseau, c'est en quelque sorte l'émanation d'une logique de territoire. On ne peut faire du développement que si ce développement est inscrit dans un territoire. Et on voit finalement qu'il y a 5 éléments importants pour créer du réseau. Il faut tout d'abord un territoire de référence. Quel est ce territoire et quelle est la bonne échelle du territoire de référence? Un territoire trop large, un territoire trop petit peut ou ne pas créer du réseau ou de l'interconnaissance, on le verra. Mais en même temps, vous dire quelle est la bonne taille, je ne peux pas vous le dire puisque tout dépend des réalités sociales et démographiques des territoires dans lesquels ils s'inscrivent. Deuxième élément, c'est un territoire qui doit être articulé. Ce n'est pas une île au milieu de l'océan, c'est un territoire qui est articulé notamment avec des institutions. On ne créera du développement ou de la coopération que si la coopération se fait de manière horizontale entre les habitants, entre les forces vives du territoire, mais également dans les logiques qui sont des logiques verticales. S'il n'y a pas de lien entre les deux, le développement sera beaucoup plus difficile. Troisième élément, et je pense que c'est extrêmement important, c'est que le territoire s'appuie sur un sentiment d'appartenance, sur l'idée d'une communauté, notamment une communauté de besoins et une communauté d'idées. Autrement dit, si on regarde dans les projets de développement, ça se traduit par une charte, par une stratégie de développement qui doit être commune et qui doit être partagée. Si dans le territoire, cette charte, cette idée n'est pas partagée par tout le monde, déjà, on va avoir des forces inverses au développement territorial qui peuvent nuire à ce propre développement. Donc, comment on crée un projet où l'idée d'appartenance à une communauté et un territoire? C'est un territoire qui est support de ressources à valoriser. Alors, je ne reviendrai pas dans le détail, mais la notion de ressources, elle est toute relative en milieu rural et en général en économie spatiale, puisque la ressource, tout peut être un actif, c'est-à-dire l'air, la nature, le
paysage, ce que vous voulez, ça ne deviendra une ressource que lorsque les acteurs l'auront mobilisé dans un projet de développement. C'est-à-dire, c'est toujours l'exemple de la mine d'or en Afrique du Sud qui ne fait pas forcément du développement dans les territoires, parce qu'à un moment ou à un autre, pour X ou Y raison, la capacité des populations, des sociétés locales ne permet pas d'aller valoriser. Alors là, bien sûr, parce que c'est des investisseurs étrangers qui captent la ressource. Et enfin, un territoire unique et spécifique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de reproductivité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un modèle de réseau, on n'a pas un modèle PRL de développement territorial, et que tout doit être contextualisé dans un territoire qui est un territoire bien particulier. Alors, juste très rapidement, je vais vous montrer quelques exemples pour ne pas rentrer dans la théorie, mais vous montrer un petit peu les travaux qu'on a pu mener dans la logique du développement local. Alors, sur lequel je travaille, je travaille principalement sur les programmes leaders, mais non pas comme un projet de développement territorial avec des indicateurs économiques, etc., mais pour essayer de comprendre la manière dont les réseaux et la coopération se mettent en place. Et essayer d'expliquer le poids de la coopération dans le développement, la réussite ou l'échec du projet de développement. Et vous verrez qu'on peut avoir des territoires avec énormément de ressources et un réseau faiblement intégré. Donc on essaiera d'expliquer pourquoi les gens ne coopèrent pas, qu'est-ce qui est difficile pour mettre en place de l'économie locale, pourquoi le réseau en tant que tel a une capacité d'action qui est faible, et inversement, on peut avoir des territoires avec des ressources qui sont très faibles, de moyennes montagnes, de zones de pastoralisme, peu ou pas touristiques, et avoir un réseau fortement intégré où il se passe énormément de choses. Donc ça relativise, puisque c'est un petit peu le paradigme dans lequel j'inscris mes recherches et dans lequel on travaille, c'est que le développement, c'est, alors je peux pas donner un pourcentage, mais c'est une très grosse partie de coopération et une partie de valorisation de la ressource. Donc vous allez voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, l'idée, c'était de travailler sur le programme Leader. Je vais vous montrer 4 exemples, 4 types de réseaux, et vous verrez. Très rapidement, modèle qui est un modèle hybride, qui est vraiment je dirais, emblématique de ce que je vous disais en début de mon intervention, la suprématie des institutions, un modèle européen transféré à l'État avec un règlement de développement rural, des règles, des normes, mais en même temps, une suprématie des communautés, puisque ce sont les territoires eux-mêmes qui se construisent leur périmètre, leur système de gouvernance et surtout leur stratégie de développement. Alors, cette démarche du développement se fait à 2 niveaux. Alors, le premier niveau, je ne vais pas y revenir, c'est ce qu'on appellerait l'apprentissage de la démarche par les institutions, qui vont former de la reine, dont on a tendance à dire qu'elles vont complexifier la norme. Donc, il y a toute la question de la capacité des institutions à s'approprier la démarche. Et croyez-moi, alors, dans le cas français, ça ne pose pas de problème. Il y a bien longtemps qu'on est dans une démarche de développement local et laisser l'initiative au territoire ruraux se mettre en œuvre. Je vous montrais le cas de la Hongrie, par exemple, c'est très différent. La Hongrie enrichit à ce que les territoires s'organisent de même en réseau. Donc, vous verrez, c'est une question d'apprentissage. Et ensuite, surtout, un apprentissage social de la part des acteurs locaux. Est-ce qu'ils sont capables de se mettre en réseau? Quelle est la nature de leur capital social? Alors, le capital social, ce n'est pas uniquement ce qu'a en termes de connaissances ou de formation, c'est la manière dont sa connaissance va pouvoir circuler au sein du réseau. Partagé, c'est par 1 plus 1 égale 2, c'est du capital social qui doit circuler facilement à l'intérieur du réseau. Alors, juste une carte, c'est juste pour vous montrer comment le développement local est perçu dans chaque pays. Alors, vous verrez en vert, c'est des territoires où justement la suprématie des institutions est faible. Et par contre, une forte importance des communautés rurales. Ce sont des pays très décentralisés avec une très forte tradition décentralisatrice, comme l'Allemagne, etc. Vous avez 2 pays, la Finlande et la Grèce, qui sont un petit peu là-bas avec une importance touristique. Et après, vous avez 2 autres modèles. Le modèle dont fait partie la France est un modèle hybride, notamment parce qu'il y a des effets de contractualisation qui ont tendance à faire que la norme, par le biais des contrats plans par région, par le biais du positionnement des régions dans les projets de développement, a tendance à se renforcer un petit peu. Et enfin, vous avez surtout les pays d'Europe centrale qui, eux, sont fortement marqués par le centralisme, où la capacité des réseaux locaux à s'organiser est déjà bridée par des règles qui sont des règles de niveau supérieur. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous montrer très rapidement ce que ça peut donner. Alors là, on avait suivi, c'est un observatoire qui a suivi à peu près 16 territoires de projet pour analyser la capacité de ces territoires de projet ou pas à se développer, non pas par leurs ressources, mais par leur capacité à créer du réseau et de la coopération. Alors, vous en avez un qui était en 2 qui sont en France, le groupe d'action locale Gémeaux dans le désert. C'est sur la programmation précédente pour avoir des
réseaux déstabilisés. Un territoire, donc Gévaudan dans Lozère et Cœur d'Hérault sont les deux premiers. Vous avez ensuite un territoire en Hongrie, Zengoluna, où justement le réseau de coopération a été cassé par 50 ans de communisme qui ont cassé toute logique d'initiative individuelle et collective. Et ensuite, vous avez un territoire en Espagne, le pays de Valence. Alors, très rapidement, voilà les quelques éléments pour créer du réseau. Alors, tout d'abord, vous avez ce qu'on appelle la problématisation. Alors, ça, c'est issu directement des textes réglementaires, ce que le réseau doit être capable de faire. Tout d'abord, la problématisation. La problématisation, c'est définir quel est le problème. Ça, on peut faire des forums de discussion. Chacun est capable de voir quel est le problème de son territoire. Encore faut-il voir quel est le problème commun partagé par tout le monde. Ce n'est pas aussi simple que ça. L'intéressement, c'est pouvoir faire passer cette information aux membres du territoire pour essayer d'attiser leur curiosité et d'attiser leur intérêt au problème. Déjà, entre les deux, alors, il y a effectivement tout un certain nombre de processus de médiation, des workshops, des forums de discussion, mais ce n'est pas forcément comme ça qu'on peut arriver vraiment à créer du réseau. Et enfin, le troisième élément, c'est l'enrôlement, être capable de monter le réseau en cherchant des personnes qui seraient en quelque sorte convaincus du projet et qui souhaitent s'investir dans le territoire. Pour vous qui travaillez dans l'économie sociale et solidaire, ou lorsqu'on travaille sur la coopération, c'est la partie la plus compliquée. Faire rentrer des gens pour les intégrer dans un réseau de coopération. Juste une seconde, pour ceux qui ne connaîtraient pas les GAL, est-ce que vous pouvez juste dire ce que c'est? Alors, le GAL, c'est un groupe d'action locale, c'est une association syndicaliste qui est coordonnée par ce qu'on appelle le système de gouvernance qui, normalement, est tripartite et doit représenter à la fois des institutions, donc des représentants de maires, de communautés, etc., des associations présentes sur le territoire et le monde socio-économique des entreprises. L'objectif du GAL, c'est d'écrire une stratégie de développement pour une période de 6 ans et la faire contractualiser dans le cadre des programmes de leader. Et donc, on mesure, lorsqu'on valide, parce que les régions spécialisées de la compétence aujourd'hui valident ces projets, valident autant la stratégie que la coordination des acteurs entre eux. Voilà. Alors, juste rapidement, ce que je vous disais, il y a la théorie. Ben voilà, la théorie, c'est des dispositifs réglementaires pour monter du réseau, des ateliers thématiques, des réunions publiques, des questionnaires, des ateliers thématiques, des forums. Je ne dis pas qu'ils sont inutiles, ils sont nécessaires, mais en quelque sorte, ce sont des dispositifs normés qui, dans certains cas, peuvent arriver effectivement à la création d'un réseau de coopération très fort, dans d'autres cas, aboutir à rien. Alors, je vous montre juste, alors, c'était un petit exemple pour vous montrer que entre la réalité et le réel, il y a parfois un petit peu de différence. Je m'étais amusé à suivre la création des groupes d'action locaux, c'est-à-dire le réseau de coopération, à travers les réunions publiques normées par la réglementation et la participation. Et vous voyez que, à un moment ou à un autre, alors qu'il faut qu'il y ait des représentants des trois sphères, si vous prenez le GAL Cœur d'Hérault qui est en bas, ou plutôt le GAL Gévaudan dans Lozère, vous verrez que les entrepreneurs, on a même essayé d'aller chercher, on n'arrive pas à les mobiliser dans le réseau. Donc, à un moment ou à un autre, la question qui se pose, elle n'est pas tant de savoir ce qu'on veut développer, mais pourquoi on n'arrive pas à mobiliser des entrepreneurs dans le territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la stratégie qui est en train de s'écrire ne correspond pas à leur attente, c'est qu'ils sont trop cloisonnés par rapport à d'autres réseaux existants, etc., etc. Et vous regarderez le territoire du bas, par contre, et vous regarderez que progressivement le poids des associations a pris dessus sur les autres. On est en Cœur d'Hérault, vous allez voir tout à l'heure sur quelques petites cartes, on est en périurbain avec un tissu associatif très dense, préexistant, qui est à la base du réseau de coopération. Puisqu'il y a quand même un élément important lorsqu'on fait de la coopération, c'est le temps, la temporalité. Le réseau ne se décrète pas, il se construit dans le temps. Et donc, il y a des héritages qu'il va falloir essayer des héritages avec lesquels il faut composer avec pour essayer de développer le territoire. Alors, je vais vous montrer juste, finalement, quelques résultats. Alors, on s'est amusé à regarder entre ce qui était la norme et ce qui était le réel. On se rend compte que finalement, quand on crée de la coopération, il ne faut pas casser, il faut combiner avec des réseaux qui sont déjà préexistants. Parce que les réseaux, il y a toujours eu de la coopération. Et c'est ce qu'on appelle une coopération sectorielle, c'est-à-dire une coopération entrepreneuriale entre agriculteurs, une coopération associative, institutionnelle, voire familiale ou amicale. Ce sont des réseaux qui existent. Il n'est pas question de les casser, il est question de combiner avec eux. Alors, je vais vous montrer juste 2 éléments. Juste sur ces premiers propos, vous pouvez juste réagir sur ces différents éléments, disons la difficulté à pouvoir marquer les entrepreneurs dans ces logiques de réseau et aussi la place des structures associatives ou plus largement l'économie sociale et solidaire
un réseau fort et dense sur un territoire est un élément assez significatif, comme le dit Pascal, hein, ça ne se décrète pas. À partir du moment où il y a un réseau qui existe depuis longtemps, qui s'est structuré et qui est souvent à l'initiative même des logiques territoriales. Quand on regarde des petits territoires ruraux, souvent on s'aperçoit que même les clubs sportifs sont à l'origine de structures intercommunales, c'est-à-dire de coopération avec les intercommunalités. Mais je vais y revenir par la suite, mais effectivement, c'est un élément assez significatif. Alors, sur les entrepreneurs, c'est aussi une vraie question. Il y a des réseaux très denses, par exemple la Vendée. Hein, la Vendée, qui a le plus bas taux de chômage de France, est un territoire extrêmement densifié en matière de réseau de coopération d'entrepreneurs. Et c'est lié à ce qu'ils appellent le capitalisme familial, avec une reproduction assez forte, où ils empêchent, véritablement, ils empêchent les capitaux de sortir. C'est-à-dire que quand une entreprise s'arrête, vous avez un cousin, un employé ou que sais-je encore, qui va reprendre l'entreprise. C'est le capitalisme familial qui fait que ça reste sur le territoire. Et du coup, ils sont très dynamiques. C'est eux qui font le développement pour apprendre avant. Voilà, donc je vais juste donc vous montrer les résultats de quelques enquêtes justement sur ces réseaux préexistants. Et l'idée est de voir que finalement, c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il n'y a pas de modèle pied en main. C'est peut-être un peu les limites des politiques publiques de la norme qui devraient s'appliquer sur les territoires. Le réseau de la coopération s'appuie sur du réel, sur de l'existant, qu'il va falloir en quelque sorte composer. Alors, l'idée lorsqu'on fait du développement territorial, c'est justement de s'intégrer dans des réseaux déjà existants. Alors, je dis c'est du réseau, ça peut être du réseau familial ou amical, jusqu'à du réseau professionnel, syndical, qui peut être très très fort. Mais en même temps, c'est d'essayer en quelque sorte de sortir de ce réseau ou d'ouvrir ce réseau à une logique territoriale beaucoup plus horizontale. C'est-à-dire que, je vais vous montrer quelques exemples. Vous avez un réseau, par exemple, de syndicalistes agricoles qui est très fort, bien ancré dans certains territoires, qui coordonne une partie de la politique agricole, et pas seulement la politique sociale, la politique des foyers culturels, c'est le cas notamment en Espagne. La difficulté lorsqu'on fait du développement territorial, c'est d'arriver à se servir de ce réseau pour l'élargir à d'autres acteurs du territoire. Si on reste dans un réseau qui est déjà préexistant, très rapidement, on peut tomber dans une logique qui est une logique de l'entre-soi, c'est-à-dire qu'on va réorganiser le territoire en fonction d'une propre logique et une logique sectorielle. C'est de l'élargir. Alors là, je vais vous montrer juste 4 exemples. Alors, dans la réussite du réseau, je ne vais pas rentrer ce qu'on appelle le capital territorial. Il y a plusieurs éléments. Le premier élément qu'on mesure sur l'aide, c'est l'interconnaissance. On a tendance à l'oublier. Le premier élément de base pour qu'un réseau fonctionne, c'est que les gens se connaissent entre eux. D'où l'importance de la taille du territoire, des réunions, des forums de discussion. C'est ce qu'on appelle le niveau d'interconnaissance. Plus l'interconnaissance est importante, plus il y a possibilité de développer du réseau, la capacité à développer du développement territorial. Ça ne veut pas dire qu'il y aura pas de conflit, mais ça veut dire qu'on est dans une logique de l'interconnaissance qui est différente de la logique de la norme. Et donc là, on s'est amusé à regarder dans les cas de territoire uniquement déjà l'interconnaissance. Je ne vais pas rentrer sur les éléments méthodologiques, c'est une enquête qui a été lancée aux membres de comité de direction du territoire de projet, l'IGAN. Les petites boules, la couleur correspond à leur statut officiel, des élus en vert, des associations orange et des représentants du monde entrepreneurial en bleu. Et vous voyez que les formes des réseaux sont très très différentes, typologiques. Vous avez par exemple en haut le cœur d'Hérault, le pays cœur d'Hérault, qui est le modèle le plus intégré. Un réseau où il y a une forte densité de connexions entre membres, quel que soit leur statut. C'est-à-dire que, ça ne veut pas dire que ça fonctionne réellement, mais que, en quelque sorte, le réseau en tant que tel, le groupe d'action locale, le territoire en tant que tel, comme porteur de projet, lie des gens qui se connaissent entre eux et de différents types de secteurs. Donc là, vous le voyez très bien. Si vous regardez en bas le pays de Valencia, c'est celui qui est ici, et vous allez vous rendre compte qu'il y a un réseau avec une forte domination de bleu. Le bleu, ce sont le réseau, c'est le réseau professionnel dans une zone fortement agricole, l'agriculture intensive de la basse plaine de Valencia, qui est une zone arboricole avec des syndicats agricoles qui sont très forts et qui ont déjà structuré un réseau de développement. Et on voit apparaître des densités très fortes entre les bleus, mais par contre, on se rend compte que les élus ou les autres associations sont plutôt périphériques. Et si vous regardez la petite partie au nord du territoire, dans l'orange un peu plus, c'est un territoire qu'on est venu plaquer parce qu'il fallait agrandir la superficie pour répondre aux normes européennes. On se rend compte qu'il n'y a pas eu de coopération entre les deux. Et après, vous avez de manière intermédiaire 2 réseaux, c'est assez intéressant. Vous avez le réseau Calgero dans l'Osère, en bas, où on voit qu'il y a un réseau qui est faiblement dense et qui est lié aussi à un territoire de très faible densité.
Mais en même temps, vous verrez qu'il y a de la connivence qui se met en place entre des associations et des institutions. Alors là aussi, on a gratté un petit peu pour expliquer la réalité. Ce sont très souvent des associations qui ont pour origine un élu lui-même. C'est-à-dire, c'est le rôle de l'associatif réorganisé par les acteurs institutionnels. Et par contre, en haut, vous regarderez le Galzengoduna, qui est celui qui a le capital territorial le plus faible, et un réseau qui est dominé par une seule personne, ce qu'on appelle le modèle élitiste ou unitaire, c'est-à-dire qu'indirectement, le réseau, c'est l'élu, le député maire, qui va organiser tout le système de coordination. C'est un modèle hyper centralisé. Et juste pour la petite anecdote, il y a une petite boulette là-haut, à Etchelara, donc on s'était posé la question de savoir, il y a quand même une association. Non, tout simplement, c'est la nièce du maire. Donc, c'est juste pour vous dire que le réseau de population joue essentiellement, voilà, jusqu'à un niveau très. Oui, juste pour regarder les autres facteurs, là, vous avez la synthèse du modèle de centralité. Vous regarderez les quatre modèles de coopération. Le modèle en bas bleu, qui est le modèle dominé par le réseau professionnel. Le réseau en haut, Zemgoduna, qui est l'élite classique, on ne peut pas parler véritablement de réseau, et des réseaux plus ou moins intégrés, notamment le réseau cœur des groupes. Alors, juste pour terminer, je vous ai dit que la question qui était intéressante, c'était le rapport entre ce réseau et la capacité à mobiliser des ressources. Et donc là, on avait fait un travail à l'échelle nationale sur les 247 GAL français qu'on a décortiqué. Et on a essayé de regarder ce qu'il existe un lien entre la nature du réseau en fonction de la personne du secteur dominant. Parce que c'est un réseau qui est dominé plutôt par des élus, un réseau qui est plutôt dominé par des entreprises ou un réseau qui est plutôt dominé par des associations. Ou le cas idéal, c'est de sortir de ces tranches en disant ben, le réseau est territorial, il va relier tous ces gens entre eux. Et on a essayé de regarder finalement le rapport entre ces réseaux et les types de ressources qu'ils vont mobiliser. Alors, juste pour vous montrer cette carte, je ne vais pas rentrer dans le détail de la carte, mais si vous regardez, alors on voit très très mal, vous avez deux éléments importants. La première couleur, le pilotage municipal de l'action en faveur des projets de développement. C'est ce que vous retrouvez en partie dans cette diagonale, c'est-à-dire des réseaux qui sont encore fortement dominés par des institutions. Alors pourquoi ils sont dominés par des institutions? Pas parce qu'il n'y a pas de mobilisation des populations locales, il peut y avoir du capital social, il y a des initiatives. Par contre, on est sur des territoires de très faible densité, et la faible densité démographique a tendance à diluer le réseau dans des superficies qui sont trop grandes. Et donc, on a très souvent encore un modèle qui est en quelque sorte porté par le réseau des institutions, des élus locaux, qui sont quand même un des éléments ou un des réseaux les plus structurés dans ce type de communes rurales. Et effet inverse, alors il y en a très très peu, on le voit très très mal. Alors vous en avez un petit peu dans l'Est, mais vous en avez surtout en Bretagne, de manière un petit peu isolée, mais on est quand même le voir. C'est le parti la plus basse, ce qu'on appelle le pilotage partagé de l'action locale en faveur de l'ensemble des ressources. C'est-à-dire, c'est ce qui devrait arriver à terme, c'est d'avoir un réseau parfaitement intégré, quels que soient les types d'acteurs, pour du développement selon les types de ressources. Alors, juste pour conclure, pour vous montrer l'étude qui avait été faite en Cœur d'Hérault et en Gévaudan-Lozère, c'est les deux cartes du bas. Et dans les deux cartes du bas, quand on regarde ce qu'on appelle le pilotage partagé, ce qui est noir, c'est-à-dire là où on a vraiment un réseau qui est fortement constitué, qui a cassé les codes des réseaux sectoriels pour arriver sur une logique territoriale, et on se rend compte qu'encore il y a énormément de travail à faire. Et c'est là où il y a toute l'ambiguïté. Ce n'est pas les actions qui sont au centre, il y a énormément d'actions, c'est la coordination des actions pour donner beaucoup plus d'intérêt et de force au projet de développement territorial. Merci beaucoup. Alors, l'idée d'avoir cette première introduction, et notamment sur la constitution des réseaux, ce qu'on voit vraiment au cœur du développement local, c'est pour ensuite amener la place des structures de l'économie dans la constitution de ces réseaux et ou dans leur animation. Et où, au final, on se rend compte dans les actions locaux, par exemple, qu'effectivement, les structures de l'économie sociale et solidaire sont très présentes, sont assez nombreuses, et ont de nombreux atouts pour animer, justement, constituer cette interface, que ce soit sur l'interconnaissance, que ce soit sur derrière l'animation continue, l'ingénierie ou la formalisation des groupements. Oui, effectivement, je pense que la question des réseaux préexistants, notamment de l'économie sociale et solidaire, ont un avantage et un atout pour les territoires, c'est que ce sont des réseaux qui, en général, sont déjà transversaux. Contrairement à des réseaux organisés, qui soient professionnels, institutionnels ou associatifs, eux, ils ont déjà un effort qui est un effort transversal.
notamment par le lien qui existe entre de l'économie et du social. Je prends uniquement ces deux rapports. Et effectivement, lorsqu'on regarde notamment Cœur Zéro ou les territoires sur lesquels on a pu travailler, parmi les associations, je ne vais pas parler dans le détail, mais parmi les associations, les territoires les plus dynamiques en termes de coopération, c'est là où l'économie sociale et solidaire est la plus développée et sert de point de départ au développement territorial. Merci. Axel, je vais vous laisser la parole. L'idée était de compléter. Donc, au final, ce dont on se rendait compte, et c'est pour ça qu'on a accentué le réseau, c'est que dans nos discussions, on se demandait quel était le point un peu central à aborder sur les questions du développement des territoires ruraux et de l'économie sociale et solidaire. Et ce qui ressortait constamment était la coopération. Et donc, vous allez nous présenter justement quelques exemples de cette coopération qui peut s'installer et de projets. Merci. Alors, j'ai mon zinzin qui doit fonctionner. Alors, merci en tout cas Pascal pour les propos tenus, parce que je pense que ça illustre bien ce qu'on vit au quotidien dans l'animation des réseaux. Et je salue parfaitement cette phrase. Le réseau ne se décrète pas, il se construit à travers le temps. Et ça fait quand même un peu plus de 20 ans qu'on s'agit de ce territoire lorrain dans un premier temps, territoire Grand Est aujourd'hui, sur l'animation de réseau et finalement quelque part sur les modèles coopératifs entre les différents acteurs des territoires. C'est vrai qu'aujourd'hui on observe, et vous l'avez dit, on va en voir tout au long de la journée, des formes nouvelles de coopération qui s'instituent notamment à travers la problématique de la transition, des transitions au sens large. On voit fleurir un peu partout, on parle de tiers-lieux, des Fab Labs, on voit des centrales villageoises photovoltaïques, on en parlera tout à l'heure, qui sont d'ailleurs transformées en cycle, même l'expérimentation de chômeurs dont a parlé Mathieu Klein, c'est transformé plus tard que vendredi dernier, un statut associatif à cycle. Et donc, aujourd'hui, les modèles coopératifs, SCOP, ont augmenté de 22%, et leurs effectifs de 15% sur les dernières années. Donc, on voit bien que le processus est en route. Alors, nous, le réseau citoyen et territoire, j'ai eu quelques caricatures pour essayer de repérer à qui on se réfère. Donc, j'ai incité Michel Dinet, qui était un prédécesseur de Mathieu, ici, comme président du département, était le fondateur du Carrefour de Lorrain et aujourd'hui de Citoyen Territoire. Et donc, il disait tout le temps 1 plus 1 égale 3. Pour l'enseignant, c'était un peu curieux de savoir, mais en fait, il faisait un bon calcul. C'est un peu ce que disait aussi Pascal tout à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est pas l'addition d'un réseau avec un autre réseau ou d'une compétence avec une autre compétence qui peut faire deux compétences l'une à l'autre chose, mais c'est bien la synergie et la mise en connexion de ces compétences, de ces réseaux qui va produire 3, peut-être même 4. 1 plus 1 égale 4. On est aussi, alors, vous allez me dire, c'est peut-être moins coopératif, mais je trouvais que c'était pas mal aussi cette caricature. Il disait aussi souvent, combien sont-ils 1000, combien sont-ils 2, encerclons-les. Alors, c'est pas trop coopératif ça, mais en même temps, il faut retenir cette idée que quand il a inventé ces notions qu'il a reprises aussi de proverbes africains ou autres, c'est quelque part de penser le développement territorial dans les années 80, se dire que effectivement le développement local ne se décrète pas. Et l'émanation aussi de mouvements ascendants, et que finalement, il ne faut pas qu'on ait du temps. Hein. On était dans une suprématie institutionnelle avec l'aménagement du territoire, il y avait effectivement à se rencontrer cette articulation et de promouvoir aussi des problématiques ascendantes. Aujourd'hui, sur le modèle coopératif, on sait bien qu'il est, même s'il se développe, et dans le secteur, on les connaît bien et on les défend, si on va aller voir du côté d'un certain nombre d'autres secteurs économiques, on ne sera pas forcément très majoritaire dans la manière de penser le coopératif. Donc, quelque part, il y a quelque chose autour de ça. On n'est finalement que 2 pour l'instant, ils sont 1000, encerclons-les, essayons d'avancer sur ces questions autour du coopératif. Et puis, une troisième, alors je prolonge là, j'ai donné du temps plus là, j'essaie de prolonger sa pensée. Comme je suis aussi bon en maths que lui, en plus, on est à 3, moi je me dis, les parallèles, vous savez qu'en maths, ça se rencontre jamais. Eh bien, on est tort, et notre boulot, c'est de faire en sorte que les gens qui avancent dans le même sens, qui quelque part ne se regardent pas, hein, et on en croise quotidiennement entre les territoires, les secteurs associatifs, etc. Et bien, on force, on essaie de faire en sorte qu'il y ait de les hybrider et de les faire se rencontrer. On fait en sorte que les parallèles se croisent, que ça devienne peut-être à un moment donné des versions populaires. Alors, aujourd'hui, la question du coopératif, je voudrais faire une analogie avec le monde des Florence. On a un professeur d'urbanisme à l'Université de Florence qui s'appelle Alberto Magnani, qui dit que, vous savez qu'on a, il n'y a pas si longtemps, en 10 ans, on urbanisait l'équivalent d'un département. Aujourd'hui, tous les 7 ans, on urbanise l'équivalent d'un département. En gros, il y a une déconnexion de plus en plus forte qui se fait entre le milieu naturel, le milieu vivant et l'individu. À tel point même que certains penseurs, chercheurs, biologistes font l'hypothèse que les
gens qui sont installés dans des mégapoles n'ont plus du tout de rapport à la nature. Ils ne voient plus de nature exister. Alors, on fait tous la boutade des enseignants qui disent que leurs élèves voient que les poules, que les œufs sont pondus chez Auchan et non pas dans les classes. Donc, cette déconnexion, en fait, quelque part, elle produit l'inverse du coopératif. Si on regarde les plantes, comment elles fonctionnent, un autre chercheur, c'est Benoît Couzeau, qui est aussi à l'Université de Florence, qui a sorti quelques best-sellers récents sur l'intelligence des plantes. Il montre en fait que les plantes, qui représentent 99% de la biomasse, c'est-à-dire qu'elles ne représentent rien du moins de l'être humain, qui dirigent tout. Les plantes sont pieds, en fait, développent des réseaux extrêmement importants, jusqu'à communiquer, jusqu'à se donner des systèmes d'alerte, etc. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux à travers les racines, les processus racinaires qui sont des mycorhizes, ils développent des réseaux extrêmement denses. Et que quelque part, l'identité propre de la plante, unique, avec son identité même sexuée, dit-il, eh ben, même si elle est unique, elle est forte parce qu'en dessous d'elle, il y a un réseau partenarial extrêmement dense. Donc, quelque part, il y a quelque chose autour de l'inconscient de notre partie. Et que une structure qui serait forte sur la face émergée de l'État est une structure qui sera d'autant plus forte si dans la face immergée, elle est effectivement en interpénétration, en connexion, etc. Alors, du coup, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un institut qui s'appelle l'Institut des territoires coopératifs qui a travaillé beaucoup sur ces questions et qui montre que, quelque part, le coopératif, ce n'est pas toujours ce qu'on voit au premier lueur, c'est-à-dire la gouvernance, les systèmes d'organisation, les structures juridiques, les processus de décision, les jeux d'acteurs, tout ça, ok, ce sont des éléments. Mais, quelque part, ça ne dit rien de l'émergence, c'est un peu ce que dit aussi Pascal, de l'émergence de ce qui produit véritablement le système coopératif. Le système coopératif, il se retrouve peut-être pas en surface. Et d'observer simplement ce qu'on voit, c'est comme chercher ses clés sous un réverbère. Dans le coup, mais ces clés de voiture, on peut regarder sous le réverbère, mais peut-être qu'elles sont ailleurs. Donc il faut en sortir. Et sortir de ça, c'est peut-être là qu'on va commencer à observer ce qui se joue véritablement dans les connexions, dans les interconnexions. Et donc, ce qui fait cet institut des territoires coopératifs, ça c'était juste une petite phrase au passage pour dire que les anthropologues pensent que quelque part, on va de plus en plus vers ces histoires de coopératives et que la saine concurrence, disent-ils, risque de l'être une parenthèse de l'humanité, puisque l'humain est un être social, comme le disait Aristote, et en l'occurrence, l'être social, c'est un être de relation. Et donc, on ne peut qu'aller vers du relationnel et vers du système coopératif. Et donc, l'Institut des territoires coopératifs, alors ils se baladent, ils font de l'itinérance, ils sont allés dans le Grand Est tout récemment, et donc ils vont rencontrer différents acteurs. Juste pour préciser que c'est un autre projet qui est soutenu par la projet d'utilisation collective par le développement rural du réseau rural national. Voilà, exact. Et donc, du coup, ils vont essayer d'aller regarder l'implicite dans les systèmes coopératifs, essayer quelque part de détecter des signaux faibles dans les territoires. Les ressources territoriales dont parlait Pascal Chevalier, nous avons effectivement un chercheur qui travaille sur ces questions, c'est Bernard Becker, qui travaille beaucoup sur la question de la ressource, qui, en accompagnant les territoires ruraux, effectivement, quand ils rencontrent des élus, lui disent systématiquement, on n'a rien ici, il n'y a pas de ressources. Il dit, ben, c'est très bien, vous n'avez rien, pas mangez-le. Aller creuser, c'est quoi ce point? Et qu'en l'occurrence, justement, dans un processus où les territoires urbanisés, qui ont tout, finalement, et des territoires ruraux qui considéraient qu'ils n'ont rien, c'est une belle complémentarité avec les territoires urbains ultra développés en matière de tous les services. C'est-à-dire que quelque part, ceux qui vivent dans la congestion urbaine ont besoin d'aller de temps en temps respirer dans le poumon vert que constituent les territoires périphériques. Et que ça, c'est pas de rien, que ça, c'est une vraie richesse. Et que maintenant, il faut aller creuser tel un archéologue, et que ce n'est pas ce qu'on voit autour de nous qui fait la richesse. C'est qu'on va aller creuser en souterrain, d'où mon analogie avec le système. Alors, un autre élément, je l'ai dit, parce que je sais que j'ai un temps limité, je vois ma voisine de gauche qui va s'agiter évidemment, je vais faire 3 heures. Un autre élément, c'est le système d'homologie. Alors ça, on retrouve aussi assez souvent dans les territoires. C'est qu'en gros, les élus, c'est un peu ce que je dis, ici on n'a rien, ils s'auto-dévalorisent, quelque part, à tous, évidemment. Mais ils considèrent que leur territoire est un territoire en déshérence, un territoire qui a en difficulté parce que c'est un ancien bastion industriel, on connaît bien ça en Lorraine, mais aussi en France, je parle
reconversion en France pour qu'il fasse un milieu sidérurgique, et que la reconversion ne s'est pas forcément faite comme on aurait souhaité le faire, et que du coup, quelque part, il y a une sorte de sentiment d'abandon, friche industrielle, j'en passe. Et que quelque part, si on est dans un autre processus, on va essayer de trouver finalement la résilience territoriale, la résilience collective. On va être dans l'estime de soi, on va avoir une image positive et on va entretenir. Donc, c'est, vous voyez cette spirale un peu vertueuse qui viendrait prendre le relais de cette autre spirale un peu plus mortifère. Et donc, ça a un peu changé également à tout ce qui est psychologie positive. Exactement. Voilà. Faisons du yoga dans la coopération. En tout cas, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur les communautés à l'international où effectivement des sentiments de positivisme, etc., arrivent à produire des résultats assez incroyables en termes de dynamique locale de l'énergie. C'est la question de l'énergie quantique, effectivement. On a des éléments autour de ça. C'est-à-dire que, quelque part, le regard que vous porterez, je vais vous parler de Los Angeles rapidement, l'expérience de Los Angeles, c'est ni plus ni moins la même chose que notre territoire. C'est-à-dire que vous allez avoir les dispositifs, les roses, tout ce qui existe, qu'on connaît, qui tombent, qui sont des dispositifs qui sont parfois descendants. On va trouver la manière de les articuler pour faire la rencontre avec l'ascendant. Et bien, ce même dispositif, il sera quelconque dans un territoire, et dans un autre, il va prendre une proportion, il va inscrire véritablement le territoire dans une logique de développement systémique, à tout point de vue. Alors, oui, voilà. Donc, simplement dire, de finir avec ça, sur le principe de l'écologie, c'est que, quelque part, l'homme, avec un grand H, l'homme et l'âme, l'homme et la femme, façonne le territoire, mais le territoire façonne aussi l'homme et la femme. Quelqu'un, ce double sens, ce double lien. Et que, des fois, il y a des logiques géographiques, comme ça a été évoqué, des logiques autour de, par exemple, de catastrophes naturelles, qui vont provoquer de la cohésion, de la solidarité dans le territoire. Je ne sais pas si vous avez déjà observé, quand c'est la panade, la panique avec les tempêtes de neige, et ces chansons, tout d'un coup, vont se constituer des solidarités naturelles. Donc, des fois, je provoque exprès, vivement vive le changement climatique. Parce que, quelque part, c'est plus vous arrivez dans des situations difficiles, et plus les territoires qui vivent dans des territoires hostiles, par exemple, la Camargue, des choses comme ça, là, vous allez observer des processus de développement qui n'ont rien à voir, qui sont sans communication avec d'autres. Alors, quelques mots sur mes trois expériences complètement différentes de collaboration. La première, c'est la question de la transition territoriale, qui, quelque part, Jean-François Caron, qui est le maire de Los Angeles, il a bien utilisé ce processus homologique. Parce que, qu'est-ce qu'ils nous disent les habitants là-bas? Notre territoire, c'est l'enfer, c'est la mine, c'est le lieu de la souffrance, on a tous galéré là-dedans, même si ça constitue aussi bien la conscience ouvrière et la force de la politique, etc. Malgré tout, c'était un territoire, et aujourd'hui, qui est terminé. Donc, faisons table rase du passé. Et enlevons ces terribles, parce que c'est, quelque part, c'est le passé. Jean-François Caron, aidé de son père, maire avant lui, dit niet. Nous allons faire de ce passé une force. Et on va transformer finalement un élément du passé qui aujourd'hui n'a plus de signification. Effectivement, c'est juste un terrible, enfin deux terribles, c'est ça qu'on connaît le Sangouel. On va faire cette force jusqu'à obtenir le patrimoine UNESCO. Le patrimoine UNESCO, où, quelque part, sur cette base carolinier, la base 11-19, vous avez tout ce qui existe en matière de reconversion, de transition. Tout, bien tout. Vous avez un CPE qui s'est complètement connecté et branché sur la question de, sur un terrible, pousse de la faune et de la flore, par exemple. Des espèces extrêmement rares. Donc, ils font un travail autour de ça. Vous avez le centre de ressources du développement durable de la région, qui est installé là-dessus. Vous avez une scène nationale, on va aussi sur la question de la culture. Vous avez un CP2E qui est un théâtre de la reconstruction et qui fabrique et qui pense les modèles d'isolation des bâtis de demain. Enfin bref, je repasse les meilleurs. Vous avez énormément de choses qui se passent sur ce territoire à partir de ce territoire. Mais comment de cette auto-dévalorisation, etc., on en fait un processus inverse et on y va. Et alors, bon, Jean-François Caron, il a un peu tout compris à tous les étages, il met en pratique ce que édicte Loïc Montour, politologue, sur la participation citoyenne. Qu'est-ce que dit Loïc Montour? Il dit, ça fait 25 ans, 30 ans qu'il s'amuse à observer les pratiques de participation en France et dans le monde, et il dit, ça ne peut marcher qu'à deux conditions. Première condition, c'est de faire en sorte qu'il y ait un élu politique à la tête, qui soit le maire ou l'adjoint, quelqu'un de directement désigné et qui a la pleine délégation, il met en œuvre la dimension participative. Et de deux, et ça ne marchera que si derrière vous entraînez
l'équipe technique, c'est-à-dire un DGS au départ, et l'ensemble des techniques, des rouages techniques pour mettre en route la participation. Alors lui, il l'a fait à tous les étages parce qu'ils ont mis en œuvre ce qu'on appelle le management par la coopération. Je pense que vous avez en détail si vous avez des questions sur le développer là. Mais tout le monde, de la personne à l'accueil jusqu'au directeur général des services de la commune, est au courant de tout le projet. Ils font ce qu'on appelle des REX, retour d'expérience, analyse pratique, hein, pour ceux qui sont dans le champ sanitaire social, vous connaissez ça. C'est pas trop développé dans le champ de collectivité, eux, ils font l'analyse pratique. Qu'est-ce qui se passe dans la relation aux habitants quand quelqu'un vient gueuler à l'accueil? Qu'est-ce qui se joue chez vous, madame, à l'accueil? Qu'est-ce qui se joue, y compris sur le plan même psychologique? Mettez ça sur la table et on va en discuter. On va essayer de voir comment on résoudra cette difficulté-là ensemble. Voilà, ils ont des programmes 50-50, c'est-à-dire en gros, vous avez un projet en tant que citoyen, je vous donne les moyens, soit d'argent ou je mets à disposition du matériel, etc. Les jeunes, par exemple, ne pas. Vous voulez un skatepark? Ok, voilà l'argent, mais vous le faites. Ils ont fabriqué un coup dans skatepark, etc. Vous voulez vous installer en tant qu'agriculteur? Ok, on a un hectare CD, mais au fond de la en bio, sinon vous n'avez pas l'hectare. Etc. 50-50. On est dans un processus coopératif à tous les étages dans cette collectivité. Alors, il y a, et je ne développerai pas parce que je n'en aurai pas le temps, mais dans les principes coopératifs édictés par l'Institut des secteurs coopératifs à Toulouse, dans celui-ci, ce que j'essaie de les adosser comme exemple, c'est la place que l'on donne et la place que l'on laisse. Quelque part, il y a quelque chose autour de ça. Pascal parlait des leaders, alors on a vu en Hongrie comment ça marche. On a aussi des modèles comme ça dans les territoires régionaux, des territoires ou autres. Ça évolue un peu de plus en plus. Et la question se pose des leaders charismatiques du type de François Caron, c'est qu'est-ce que ça coûte demain? Demain 2020, j'arrête, on n'a pas des exemples de genre sur ça. Comment je mets en route aussi un système collectif pour derrière prendre le relais pour pas que tout ça retombe comme un soufflet, parce que quelque part, je l'ai porté un petit peu quand même, pas tout seul, parce qu'ils essayent toujours d'associer l'équipe. On sait bien que ça repose beaucoup sur le leader charismatique, donc c'est un vrai sujet de savoir comment on travaille sur la place que l'on prend, la place que l'on laisse comme principe global. Deuxième expérience, j'accélère. 5 minutes. Bon, ça va. Alors, le deuxième expérience, c'est un peu autrement. Je commence tout de suite par le principe coopératif que l'IETIC, c'est la transformation personnelle et la transformation sociale. Donc ça, c'est aussi un élément qui est amené par l'Institut des territoires coopératifs. C'est cette idée que, quelque part, quand on veut faire du coopératif, eh ben, il y a 3 niveaux de maturité coopérative. Le premier niveau, c'est un niveau personnel. Le deuxième niveau, c'est le niveau social. Le troisième niveau, c'est le niveau de territoire. Et c'est un peu, vous savez, comme les échelles de participation. On ne peut pas participer si on n'a pas eu l'information, la consultation, machin. On ne passe pas d'une échelle 1 à l'échelle 4 d'attente, sauf si on est très souple et qu'on arrive à faire le des plans et qu'on monte à l'échelle 4. Donc là, il y a quelque chose autour de ça. C'est-à-dire qu'une organisation qui ne sait pas coopérer en son sein, il ne faut pas arriver à coopérer avec les autres. Donc il y a tout un travail à faire déjà au sein d'une organisation pour faire en sorte qu'elle puisse coopérer. Et donc ce niveau de maturité premier personnel, c'est déjà de transformer les pratiques des gens. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Alors je sais ce qu'on fait parce que je suis maintenant à l'Université de Lorraine, c'est une formation qui s'appelle un ROC. Un ROC, c'est l'intelligence relationnelle, organisationnelle et collective. On a proposé aux directeurs des MJC et puis des animateurs de la fédération, du MJC de la fédération régionale, de réfléchir à ce système coopératif. Parce que vous savez que toutes les fédérations d'éducation populaire, tout le monde bien dans la salle, ce sont des gens qui tressent, ils font du tresson depuis longtemps pour certains. Ils sont dans les années 40, dans la guerre, etc. Mais ça fait longtemps qu'ils tressent sur le territoire. Et du coup, ils ont eu aussi des processus d'institutionnalisation. Je le sais de l'intérieur, j'ai vu au niveau national, j'ai vu dans les fédérations d'éducation populaire pour voir qu'effectivement, on était dans un processus très institutionnel. Et donc, du coup, il y a quelque chose à voir et à repenser sur la manière dont on coopère dans l'institution et dont on va essayer de coopérer demain avec les partenaires associatifs, les partenaires territoriaux, etc. C'est quelque part comment réfléchir à mettre en place une gouvernance qui serait effectivement coopérative, comment imaginer intégrer et fédérer des acteurs hétérogènes dont les objectifs ne sont pas les mêmes, comment organiser la construction et surtout comment changer d'échelle. Donc le premier niveau, c'est de commencer l'échelle à l'intérieur de ce réseau, de transformer les pratiques. Alors c'est vrai que ça a bougé un peu, j'ai appelé la directrice régionale récemment pour lui demander où s'en était suite à ce premier passage. Alors c'est un module, hein, qui est plusieurs modules qui sont sur une année. L'idée étant de structurer un réseau de directeurs, de les faire travailler en coopération, déjà entre eux, et surtout de les faire amener la coopération dans leurs équipes. De façon à ce qu'après,
ils puissent amener le système coopératif au-delà de l'institution même MJC sur un territoire avec les collectivités, etc. Et là, c'est là la question qui se pose, c'est comment on change d'échelle, et c'est aussi la difficulté à laquelle on peut éventuellement être confronté, d'autant plus que c'est bon, les subventions font comme neige au soleil, donc il faut trouver d'autres modèles économiques, il faut aller chercher des sous, il faut gérer son équipement, tout ça prend un temps considérable, et qui fait que quand on est là, on n'est pas sur le coopératif. Mais si on est trop dans le coopératif, on est plus là-dedans. Enfin, du coup, il y a, vous savez, cet effet de tension que tout le monde connaît, j'imagine, dans la salle, et donc d'essayer de trouver comment on arrive à passer cette étape pour aller effectivement vers le système coopératif. Alors, ça a quand même plutôt bien marché, à tel point qu'il y a un errant ou deux qui va démarrer là cette année. Un, encore pour la suite des directeurs, un module, enfin des modules d'approfondissement pour ceux qui ont commencé l'année dernière, et maintenant pour les animateurs, parce que vous avez bien compris que si on veut mettre en place une coopérative, le premier niveau de maturité coopérative personnelle, eh bien, il faut faire en sorte qu'il n'y a pas que les directeurs formés à ça, mais aussi les équipes extra. En deux mots, mais vous connaissez de quoi il s'agit maintenant. On parle de la logique de la CNV, la communication non violente, on parle de modèles sociopratiques, etc. Enfin, tous des modèles de coopération et qui sont pas forcément les modèles dominants de coopération dans les grandes structures, y compris même ces structures associatives. Et dernier, et j'en arrête là parce que je sais que c'est définitivement trop long, c'est bien connu à la maison ici, en somme, votre ancienne chargée de mission ici dans la salle, c'est ce fameux projet Aroma. C'est un projet transfrontalier, c'est quelque part quelque chose de la coopération transfrontalière. On essaie de changer d'échelle, avec évidemment toutes les difficultés que ça amène. Et là, le principe coopératif, c'est des questions qui se posent et les réponses à apporter. Je peux vous dire que dans un joujou comme celui-ci, on va dire comme ça, il y a beaucoup de questions qui se posent. Tellement de questions que vous êtes, parce que l'Europe, effectivement, elle se fait à tout point de vue, on sait qu'il y a des élections européennes de tout, mais que quand on commence à rentrer dans le détail de ce qui constitue l'Europe, on s'aperçoit que finalement, le modèle, y compris de la coopération renforcée entre les États, vous savez que l'Europe permet de la coopération renforcée entre les États limitrophes. Quand vous commencez à regarder dans le détail d'un projet comme celui-ci, alors pour moi, c'est 20 partenaires, je l'ai mis avant de la vignette précédente, 20 partenaires, l'Université de Luxembourg, l'Université de Lorraine, département de la Moselle, département de la Moselle, des provinces de Luxembourg en Belgique, des Allemands, nous également, etc. Quand vous commencez à rentrer dans le détail, et nous le sait bien, et notre collègue Ariane qui était en service civique, c'est elle qui a décortiqué tout ça, elle s'est aperçue de toutes les contraintes pour essayer de coopérer en transfrontalier sur des questions comme essayer d'imaginer une plateforme transfrontalière d'approvisionnement en circuit court de la RHD, la restauration organique. Alors, c'est des trucs très rigolos, mais en même temps assez fous. Hein. Le calibrage des œufs, le nom de certains morceaux de viande, la découpe des viandes qui ne sont pas pareilles d'un état à l'autre. Enfin, les marchés de prix, on ne peut pas installer la notion de local de marché de prix, etc. Je ne vous en passe les meilleurs parce qu'il y a 300 contraintes. Il va falloir essayer de trouver, à essayer de résoudre dans les 4 ans que nous avons d'essayer de mettre en place cette fameuse plateforme transfrontalière. Et donc, vous voyez, c'est cette question qui se pose, la réponse à apporter. Laissons les questions se poser et on trouvera des modalités collectives, collaboratives avec tous ces partenaires, hein, il y a toujours plus d'intelligence dans une, pour essayer de trouver la meilleure des réponses. Et je finis juste sur un petit mot, parce que le joujou, vous voyez là, c'est pas sexuel, c'est un outil, c'est un exemple. Il y a plein aujourd'hui de méthodes ou d'outils qui permettent le collaboratif. Il y a Startup de territoire, on pourra en parler pour ceux qui connaissent, qui sont intéressés de savoir comment tout ça fonctionne. Et il y a les wikis, les S-Wikis. Ça a été initié par quelques collectivités. Le plus connu, c'est le Wiki Brest. Brest n'est quand même pas une petite collectivité. Le site internet de la ville est un site collaboratif, c'est-à-dire ouvert en écriture. Et l'élu, c'est Michel Briand, pour ceux qui connaissent, qui est un des fervents collaboratifs en France, et l'utilisation des outils numériques autour collaboratifs, nous montre que depuis que fonctionne ce wiki, c'est plus de 10 000 articles ont été écrits. Tout le monde fait l'histoire de la ville. Et bien, c'est moins de, allez, je crois que c'est moins de un article sur 1000 qui pose question. Parce que souvent, la réaction première, ce sont quand on ouvre, quand on laisse la possibilité aux gens de s'exprimer, ça y est, ça va être la parole dans tous les sens, et on va casser la ville, etc. Moins d'un article sur 1000 pose question. C'est-à-dire qu'en gros, comme le disait Michel Dinet, je finirai par ça, quand on prend la main en disant l'après, quand on donne la possibilité de collaboratif, les gens peuvent. Voilà, j'en finirai là-dessus, parce que j'ai encore plein d'autres choses à dire, mais je vois dépasser.
Merci beaucoup. Merci à nos deux intervenants. Alors, juste pour faire une petite transition, retenez bien tous ces principes parce que encore une fois, c'est quelque chose qui nous semble essentiel, puisque comme l'a dit en ouverture, plus on arrive sur une échelle micro, ou en tout cas extrêmement locale, plus on ne peut pas considérer l'économie sociale et solidaire uniquement. Elle est effectivement intégrée dans des logiques d'acteurs, mais on voit bien que le rôle à la fois des institutions et le rôle des autres structures privées hors économie sociale et solidaire est essentiel, et que justement, c'est là la plus-value qu'elle peut apporter, c'est de créer ces connexions entre et de faire se croiser les parallèles, pour citer quelqu'un d'extrêmement connu. Et donc, retenez bien ces pratiques, parce que je pense qu'on ne va pas laisser place aux questions maintenant, puisqu'ils seront illustrés en fait, très concrètement à travers toutes les initiatives qu'on va voir cet après-midi. Je pense que ça fera vraiment écho et ce sera même intéressant d'avoir votre retour sur ça. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et je vais laisser Benjamin Roger, Julien